Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreux. Une fois de plus, votre fidélité m'honore et m'oblige. Bonsoir et bonne année, évidemment. Tous mes voeux pour moi à Rennes, c'est ma 8e année. La première fois en 2017 avec Arthur Nosiciel qui m'avait fait l'honneur de me confier ce cycle Rencontrer l'histoire, la première fois en 2017. Donc c'était déjà, je parlais pour la première fois avant Jules César. Avant Jules César, qui revient tout à l'heure, vous le savez, Julius César, et j'avais tenté de proposer une première causerie qui s'appelait « Tous les chemins ne mènent pas à Rome », car il me semblait nécessaire d'affirmer, et on peut le faire encore aujourd'hui, la nécessité et la légitimité des chemins de traverse, de la diversité et de tout ce qui ne mène pas obligatoirement vers une conception frontale et brutale du monde. Mais voilà, Julius César à nouveau est là, car, vous le savez, il y a quelques heures, un président des États-Unis, élu, bientôt investi, a été à la fois reconnu coupable de crimes sexuels, d'avoir acheté le silence d'une prostituée, et en même temps, c'était il y a quelques heures, c'est aujourd'hui, assuré qu'il ne ferait pas sa peine, mais qu'il nous en ferait subir bien d'autres des peines. Nous en sommes là. Et alors, est-ce qu'on peut continuer à mener ensemble, à aller vers tous ces chemins qui ne mènent pas à Rome? Est-ce que ça va suffire de se divertir? Est-ce que ça va suffire de fuir cette conception brutale et frontale de la domination? Ben, je ne sais pas. Et pour ça, évidemment, pour dire le dilemme, pour dire nos hésitations morales, il y a le théâtre. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette question qui m'importe et qui importe particulièrement au TNB cette année où la programmation affronte sans louvoyer ce motif de la domination des corps et du désir. En 1973, 3 jeunes femmes portugaises, trentenaires, courageuses, les 3 Maria, précédaient la révolution des œillets, un an plus tard, qu'on a célébré les 50 ans de la révolution des œillets l'année dernière. Et pour les 50 ans de la révolution des œillets au Portugal, le Portugal s'est réveillé avec 50 députés d'extrême droite. Nous en sommes là. Donc, cette histoire, les 3 Marias, les nouvelles lettres portugaises, qui disent avec justice et justesse ce que c'est qu'un corps masculin qui domine et qui blesse, mais qui disent aussi combien le désir féminin peut reprendre ses droits, tous ses droits. Ce texte-là, qu'on appelle les nouvelles lettres portugaises, qui est une reprise hantée par la lettre de la religieuse portugaise. Et un jour, il y a l'année dernière, Juliette de Gasquet l'a donné à Léonore de Recondo, qui est une grande autrice et musicienne. Et Léonore de Recondo, parce qu'elle est autrice et musicienne, a eu l'envie de se laisser porter par ce texte et d'amener, après la lettre de la religieuse portugaise, après les nouvelles lettres portugaises, une 3e voix, une 3e note qui tisse toutes les autres en un texte. Et ce texte est celui que vous allez entendre aujourd'hui. Il fallait une 3e voix
puisqu'il y a 3 Maria. Donc il y en a 3. Léonore de Récondo, Julia de Gasquet, Mélanie Traversier. Ça parle de ça. Et moi qui suis un homme, je veux juste écouter ça. Donc je les laisse, je viens avec vous et je vous remercie d'être là. Comment se fait-il que l'amour soit possible? Comment se fait-il qu'il ne soit pas possible? Qu'y a-t-il de plus important? Un amour dans l'histoire ou l'histoire d'un amour? Madame, mais qu'est-ce qui te fait si pincée, si refaite, si suspecte? Qui choisit la vie tranquille doit savoir ce qu'il rejette. Madame, qu'est-ce qui te fait si sujette, si soupirante, si manquante, qui file, brode, range et dispose, se fane plus vite que la rose, n'a ni science ni prose et ne connaît pas le nom qu'on lui impose. Vous les voyez toutes les deux? Elles se tiennent debout devant vous. L'une s'appelle Julia et l'autre Mélanie. Elles se tiennent debout devant vous et s'adressent à vous, et moi avec elles. Elles s'appellent Julia et Mélanie, mais elles pourraient tout aussi bien s'appeler Mariana ou Maria. Elles changeront de nom, de prénom. Mais elles se tiendront toujours debout devant vous, et moi avec elles. Nous sommes 3 aujourd'hui. Il y a 50 ans, elles étaient 3 plus une. 3 écrivaines plus une religieuse. 3 Maria qui, en 1971 à Lisbonne, décident de s'écrire chaque semaine après l'agression de l'une d'entre elles. Maria Teresa Horta est passée à tabac devant chez elle pour avoir publié des poèmes érotiques. Pendant presque 1 an, les 3 femmes écrivent dans la solitude de leur maison avant de se retrouver au restaurant chaque mardi pour déjeuner avec 3 copies de leurs textes écrits les jours précédents. Sous toutes les formes, sous toutes les coutures, elles se répondent à propos de Mariana, la religieuse. Elles s'interrogent sur la condition de la femme, la sexualité, l'amour, la maternité, en des termes poétiques et crus, l'un n'empêchant jamais l'autre. Et ces textes vont faire livre. Un livre intitulé « Les nouvelles lettres portugaises ». En avril 1972, quand le livre est publié, le Portugal vit encore sous la dictature de Salazar. Très rapidement, le texte est saisi par la police politique. Les autrices sont inculpées d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Elles risquent de 6 mois à 2 ans de prison. Les 3 Maria envoient alors en France une copie de leur livre à Christiane Rochefort, après avoir lu 2 de ses textes dans Libération des femmes, année 0. Elles ajoutent ce mot. Nous vous envoyons notre livre, à vous les femmes.
Quant à nous, nous ne pouvons plus rien faire. La mobilisation féministe autour d'elle dans toute l'Europe, ainsi que la révolution des œillets qui renverse la dictature le 25 avril 1974, font que le procès des écrivaines s'achève quelques jours plus tard par un acquittement triomphal. Dans la note pour l'édition française, Monique Wittig et Evelyne Le Garrec écrivent ceci. Ce livre est un symbole par son histoire, par la façon dont nous avons eu l'occasion, nous et d'autres femmes, de l'approcher, et par le mouvement international féministe qu'il a suscité. Et avant tout, par le fait même qu'il existe, aujourd'hui, ici. 3 écrivaines donc, plus une religieuse. La religieuse, vous en avez sûrement entendu parler, il s'agit de Mariana Alcoforado, qui vécut au XVIIe siècle, est devenue célèbre grâce aux 5 lettres d'amour déchirants qu'elle écrit à un certain chevalier Chamilly qui l'a abandonné. Ces lettres seront publiées en 1669 sous le titre de Lettres portugaises. Les 3 Marias, 3 siècles plus tard, s'interrogent à son propos comme nous nous interrogeons aujourd'hui. Qui est-elle ? En Mariana, nous avons trouvé le thème en nous-mêmes. En nous-mêmes, le motif, le mou, la métrique des jours. Ainsi, nous avons inventé déjà de Mariana le geste, la lettre, l'avortement. La mère que nous avons eue toutes les 3 ou que nous n'avons jamais eue, nous la lui donnons. Nous accusons Mariana, tout en nous refusant à la quitter, de faiblesse, de lâcheté. Nous faisons d'elle une pierre afin de la lancer aux autres et aussi à nous-mêmes. Je dis assez. Il est temps de crier assez et de faire bloc avec nos corps. Oui, il s'agit exactement de ça, du corps des femmes, de leur corps et de nos corps. Mariana, en son temps, s'abandonne. Sa condition de religieuse ne le lui permet pas, et pourtant elle brave l'autorité avec courage et naïveté, et il en faut du courage pour rester naïve. Elle s'abandonne, puis est abandonnée et se révolte contre ces 2 formes d'abandon. Lettre 5 des lettres portugaises, Mariana au chevalier. Je demeure d'accord que vous avez de grands avantages sur moi et que vous m'avez donné une passion qui m'a fait perdre la raison. Mais vous devez en tirer peu de vanité, j'étais jeune, j'étais crédule. On m'avait enfermée dans ce couvent depuis l'enfance. Je n'avais vu que des gens désagréables. Je n'avais entendu que les louanges que vous me donniez incessamment. Il me semblait que je vous donnais les charmes et la beauté que vous me trouviez et dont vous me faisiez apercevoir. J'entendais dire du bien de vous. Tout le monde me parlait en votre faveur. Vous faisiez tout ce qu'il fallait pour me donner de l'amour. Mais je suis enfin revenue de ces enchantements. Vous m'avez donné de grands secours et j'avoue que j'en avais un extrême besoin. En vous renvoyant vos lettres, je garderai soigneusement les 2 dernières que vous m'avez écrites. Je les relirai encore plus souvent que je n'ai lu les premières, afin de ne retomber plus dans mes faiblesses. Ainsi, Mariana s'affirme. Elle se tue, elle se soumet, se rend, elle doute d'elle-même. Ainsi fait silence la femme, Mariana Maria, chasse gardée. Elle est sa propre proie, son bosquet, l'arme où elle s'affirme, elle est ferme. Cette histoire d'amour avec une religieuse, Seigneur chevalier, cette histoire vous donnait le vertige et le sentiment de risquer beaucoup. Mais il n'y avait d'autre risque que celui que je courais, moi, en transgressant des lois et des normes qui sont les vôtres, Seigneur chevalier, les vôtres et celles de vos pères. Que cherchiez-vous dans mes yeux, Seigneur chevalier ? Le pouvoir de contester votre monde, que tu sens vide, ou le désir vertigineux de m'annuler définitivement à vos yeux, en faisant de moi non seulement votre possession,
Mais l'accuser de vos lois? Même pas cela, Seigneur. Parce que mon sang sur vous et le risque que courait ma vie, vous les avez rejetés. Et quand c'est devenu grave, quand c'est devenu vraiment sanglant, vous avez fermé les yeux avec rancune, parce que ce n'était pas une réplique, c'était une énigme dans votre petite vie. C'est à cause de moi. Vous avez perdu votre amour pour votre état et le réconfort que vous apportait votre place au milieu de vos pères. À moi, par votre intermédiaire, que m'est-il advenu? Oh, je sais bien que jamais je ne vous ai demandé de m'aider à ma place de religieuse ou dans mes devoirs de dévotion. Je sais bien que je n'avais pas à redouter de perdre quelque chose. Mais il est certain également que devant ma condition, rien en vous n'a tremblé pour moi. Vous n'avez eu que cette proposition de fuite vers nulle part, et maintenant, j'apprends ce mariage mystique avec moi que vous avez fait tout seul. Pour cela, Seigneur chevalier, le couvent et le Christ en croix me suffisent. Je dis assez. Il est temps de crier assez et de faire bloc avec nos corps. La femme victime, délaissée, l'homme qui plaque, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ces lettres ne sont pas que des lettres. Elles sont un archétype amoureux. D'ailleurs, qui les a véritablement écrites? Un homme, Gabriel de Guillerag, qui vécut au XVIIe siècle. Elles sont belles, certes. Elles sont si bien écrites. Ces lettres qui font la femme victime de l'amour, de belles phrases, de grandes envolées lyriques à la langue si délicieuse. Mais devant cet archétype à l'œuvre, nous nous questionnons. Comment se fait-il que l'amour soit possible? Comment se fait-il qu'il ne soit pas possible? Mariana, ta cellule, ta malle, le couvre-lit, tissé en vin, sa frange lente tombée d'un ton jauni, effleurant le sol. Le sol de ta cellule, Mariana, mordu par la nudité de tes pieds, qui sont petits, en contradiction avec ta taille que le chevalier mesure tout le long de ton corps, quand il te monte, quand il t'habite, mordant légèrement tes mamelons doux, parfois nacrés, ou presque aussi châtains que l'or volé dans tes cheveux, ou à ton pubis bouclé, si distrait. Je suis émue. Je suis émue par les femmes en général et celles qui se tiennent debout devant vous. Elles portent en elles toutes les femmes passées, leurs mères, leurs grand-mères, toutes les religions du monde, tout Dieu confondu, toutes les féministes du monde, tout pays confondu. En elles, je vois l'essence du combat, celui du temps. Gagner du temps, prendre du temps sans être contrainte sans cesse d'en donner, donner du temps à l'amour, aux amants, aux maîtresses, donner du temps aux enfants. Combien d'années faut-il pour détacher son regard de la fille ou du fils afin qu'il ne soit plus le centre de tout l'envahissement de la pensée et du cœur? Combien d'années pour ne pas se sentir coupable de ce détachement, pour ne pas le revendiquer comme un droit mais comme un fait, pour ne pas être enseveli? Combien d'années pour que les choix ne soient pas renoncements, mais additions de possibles? Et surtout, comment expliquer cet inexplicable si intime aux hommes? Nous étions des sœurs indécises, chacune parée de ses plumes. Toi, avec ton émotivité, ton lyrisme, ton érotisme. Toi, avec la distance de ton esprit
analytique. Moi, avec mon détachement et mon ironie. Chacune de nous arrivant prisonnière de sa force apparente. Et voilà que dans le feu de cette action, bouleversée au point de nous retrouver dans une enfance commune qu'il nous a été donné de créer, voilà que nous sommes construites en nous confiant les unes aux autres, en passant de l'accusation contre nos mères à l'accusation contre nous-mêmes, ici présentes, et affrontant cela. Voilà que nous sommes toutes devenues la mère et la fille et les sœurs, décidées à nous avouer précisément pourquoi nous sommes orphelines. Mais nous serons toutes les trois, s'il le faut, dans l'étoile, araignées astucieuses, en train de filer, de trouver en nous notre art, notre intérêt, notre liberté et notre ordre. Car nous ne parlons pas seulement de nous, ni de ceux qui habitent en nous, à qui notre trio a ouvert la porte. Ils sont nos complices. Et pourtant, ils ont peur. Et c'est pourquoi ils sont complices d'une aventure qu'ils ne comprennent pas, mais ils la partagent avec nous, parce qu'ils nous sont proches et, au fond, nécessaires. Mes sœurs, mais qu'est-ce que la littérature et surtout que peuvent les mots? Pour femme, je ne dis pas miel, mais vent, soleil et force, mais vent. Pour femme, je ne dis pas temps, mais vie épouvante, mais temps. Pour femme, je ne dis pas miel, mais toujours, mais terre torride, mais toujours. Pour femme, je ne dis pas miel, mais vent, mais soleil et force, mais vent. Elle dit tous les mots, elle les emporte, elle se transporte avec eux, elle les malaxe, les triture devant nous, elle n'a aucune pudeur, elle est nue. Dans cet espace intérieur qu'elle s'est créé patiemment, loin des regards, elle a conquis un lieu invisible aux autres, là où les mots ne peuvent rien, là où on ne peut rien, sauf elle. Cet endroit ressemble à une clairière. Elle s'y est dévêtue, puis elle s'est tenue droite, face au vent. Elle répète qu'elle ne dit pas miel, mais vent. On l'entend. On l'entend sans tout à fait la comprendre. Elle dit soleil et force en regardant son corps. On voit le soleil et la force. Et on perçoit tout à coup que ce minuscule espace intime, conquis à bout de ses forces, est devenu son univers entier, tout son être, dans la clairière maintenant, devant nos yeux. Elle dit bien d'autres choses qui nous échappent. Dans la clairière faite de vent, de soleil et de force, elle part en envolée et en bribes d'elle-même. Pour femme, je ne dis pas miel, mais toujours, mais terre torride, mais toujours. Douce plainte qui t'échappe, me féconde, qui me dépasse et me tue. Notre spirale de mots entrecroisés s'est élargie. Chacune de nous reste à l'extérieur, tout en étant ramenée dans notre assemblée à trois. Je pense à vous deux, et je vous différencie, et je ne vous différencie pas du tout que nous formons. Et moi, je vous apporte ce que je viens d'écrire en d'autres lieux, et peut-être tout de moi, si j'en suis capable.
Et il vaudrait mieux que je ne le sois pas, car il y a beaucoup de chants à retourner et à révolutionner, mais pas par la parole écrite. Je me suis mise dernièrement à me taire. Je ne sais si c'est que je suis absente de tout cela, ou si tout cela n'est pour moi qu'un des tunnels d'où j'ai pu émerger. Pour quelle sorte de vie, je n'en sais rien. Ma fatigue me dit qu'il s'agit de la mort plutôt. Pour être morte avec tant de gentillesse. Pour être morte avec tant de gentillesse. Et sans bruit. Et sans bruit. Le couvent des eaux, tu poursuis. Le couvent des eaux, tu poursuis. Légère. Légère. Seulement si l'on te pousse. Seulement si l'on te pousse. Comme c'est promis. Comme c'est promis. Et tu es calme. Et tu es calme. Tes seins, un nid d'algues. Tes seins, un nid d'algues. Oublions les religieuses. Oublions les religieuses. Elles ne sont pas un cas unique. Toute femme n'est-elle pas religieuse, offerte, pleine d'abnégation, sans vie à elle, à l'écart du monde? Quel fut le changement dans la vie des femmes au cours des siècles? Quel fut le changement dans la vie des femmes au cours des siècles? Au temps de Mariana, au XVIIe siècle. Alors, les femmes brodaient, tissaient, filaient, cuisinaient, elles étaient assujetties aux droits de leur mari. Elles tombaient enceintes, elles avortaient ou se faisaient avorter, elles avaient des enfants mort-nés ou nés vivants, elles soignaient leurs enfants, elles mouraient en couches parfois, dans leur maison avec des meubles, des chaises, des rideaux. Puis nous voici arrivés au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Le temps de la civilisation et des Lumières. Alors là, c'est le grand chambardement. Les hommes font des livres scientifiques, des encyclopédies, les nations changent, leur politique change, les opprimés élèvent leur voix. Un roi de France est même décapité et leurs courtisans avec lui. Les États-Unis d'Amérique du Nord deviennent indépendants. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Quoi encore? À quoi bon? À quoi bon continuer à énoncer l'histoire? Qu'est-ce qui a changé dans la vie des femmes? Alors oui, elles ne filent plus, elles ne brodent plus. Elles tombent enceintes, elles avortent ou elles se font avorter quand elles le peuvent. Elles ont des enfants mort-nés ou nés vivants. Elles soignent leurs enfants. Elles meurent en couches parfois dans leur maison. Ou à changer la forme des meubles, des chaises et des rideaux. C'est tout. Comment être disponible à moi-même ou libre pour moi? Ben oui, la question, c'est exactement celle-là. Il y a une autre question. Pourquoi surgis-tu mon amour chaque fois que je m'éloigne? Et encore d'autres questions. Oui, encore d'autres questions. Pourquoi ce danger, ce risque, ce fil que je suis jusqu'au bout, où je te retrouve dans la lutte et le désir? À quoi disons-nous non? Encore. Quel rire, quelle rime faisons-nous avec Mariana? À quoi disons-nous non? Que prenons-nous de Mariana? Son inquiétude? Moi, y trouvais-je mon inquiétude? Vous, y trouvez-vous votre inquiétude? Y trouvons-nous notre flamme? Alors moi, Mariana, je l'invente sans la défigurer. Mais est-ce que pour cela, je la défends? Je me défends? Oui, mais que ferons-nous? Que ferons-nous avec nos corps? Je vais te dire ce que nous ferons avec nos corps. Et avec le corps d'un chevalier. Notre passion sera le corps, et l'exercice le monde, et l'objet, le chevalier. Notre corps puissant,
Au chevalier, nous donnerons la nuit, et le corps du chevalier, nous prendrons. L'échange cessera au petit matin, et nous dirons « Chevalier, je veux mon corps pour pouvoir continuer ma journée. » On t'appellera Amazone, mais ne parcours pas le monde jusqu'en enfer. Ce chevalier, tu l'aimeras dans le couvent, et de cela tu rendras témoignage, et tu demanderas justice. Dans la maison du chevalier Marie, tu aimeras le chevalier amant, et de cela tu rendras témoignage, et tu demanderas justice. Et on te donnera un couvent. Et dans le bordel, tu diras « J'ai foi dans le Seigneur. » Et tu aimeras un chevalier. Les assises du couvent trembleront, que le chevalier court du couvent au bordel, et de là, dans sa maison, sans jamais te trouver, toi, enfui dans ta passion. Mariana prend du plaisir avec son corps. Mariana prend du plaisir avec son corps. L'habit enlevé glisse de la chaise sur le plancher où les bas, ôtés à la hâte, semblent plus épais et plus blancs. Les jambes, d'abord allongées sur le lit, se soulèvent légèrement et les talons forment 2 sillons sur les draps. Déjà, les reins forment un arc, tandis que le gémissement devient continu, entrecoupé, repris par le silence de la cellule, bu par la bouche qui l'attend. Elle se plie, le ventre tendu. Sa langue à lui est chaude, âpre sa salive, et sa manière de la lécher est lente, stricte, rythmée, la vidant lentement de sa vie. Mariana prend du plaisir avec son corps, éduquée par elle-même. Elle a les yeux fixes, écarquillés, pris dans son visage à lui. Les doigts profondément perdus dans l'humidité du vagin, les épaules levées, la tête appuyée sur l'oreiller, les bras tendus comme pour retenir les hanches étroites qui se meuvent. Mariana laisse ses doigts quitter son vagin et chercher plus haut la fin du spasme qui lui monte, doucement, à travers le corps. Doucement, mon amour. Doucement pour notre orgasme que tu contournes ou que je contourne avec la langue. Doucement, je te perds d'un seul coup. Je t'oublie. Tout n'est qu'une énorme vague de vertige. Et la nuit dévore, vigilante, la chambre où Mariana est étendue. La sueur s'immobilise, collée à sa peau lisse. Les doigts sont oubliés sur le clitoris engourdi de torpeur, endormi. La paix est revenue dans son corps détendu, mais comme toujours prêt à se rallumer au cas où Mariana voudrait, avec son corps, prendre du plaisir encore. On l'écoute. On l'écoute et on la voit prendre du plaisir avec son corps. Que m'as-tu dit, Seigneur chevalier, quand je t'ai dit que j'étais enceinte de toi? Que m'as-tu dit, Seigneur chevalier, quand je t'ai dit que j'étais enceinte de toi? Quelle femme importune as-tu pensé? Et tu m'as dit, cessez ces imaginations, madame, car ce n'est pas par elles que vous me tenez. Pourtant, Seigneur chevalier,
L'imagination était ma chair vivante. Et en elle, il y avait la conséquence directe de nos amours. Imagination, pour vous, tous les remèdes qu'on m'a préparés et que j'ai avalés. Imagination, mes coliques, mes sueurs froides, mes excréments à l'odeur de pourri et les évanouissements. Imagination, cette vague de sang qui ne s'arrêtait pas, provoquée par la peur, l'affaiblissement et les nuits de veille, et qui, à cause de tout cela, ne s'arrêtait plus. Seigneur chevalier, j'ai cru que mon corps tout entier se défaisait et se vidait. Je jurais que votre sang paierait le mien. Mais rien de cela n'est prévu dans vos luttes. Car le sang de l'avortement n'est pas le sang versé pour le roi. Il est toujours versé contre vous tous. Ainsi sont les hommes. Pour eux, l'amour d'une femme est don, obéissance, service, gratitude. Quand le bourgeois se révolte contre le roi, ou quand le colon se révolte contre l'empire, c'est seulement un chef ou un gouvernement qu'ils attaquent. À part ça, tout reste intact. Leurs affaires, leurs propriétés, leurs plaisirs. Si la femme se révolte contre l'homme, rien ne reste intact. Pour la femme, le chef, la politique, les affaires, la propriété, la place, le plaisir, bien malade, n'existent qu'à travers l'homme. Le guerrier a son repos. Pour le moment, il n'y a nulle part où la femme puisse s'affirmer et se reposer de ses luttes. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé avec José. Ce que j'ai fait alors et ce que j'ai dit n'a pas beaucoup d'intérêt. Raconte-nous. Peut-être l'ai-je effectivement traité de flic ou de brute policière ou quelque chose comme ça. Mais si ça n'avait pas été ça le prétexte, il y en aurait eu un autre. Ces interrogatoires sur ma vie entière, sur le moindre de mes pas, sur mes conversations, sur mes regards même. Dans tout, il voyait des conspirations et des crimes. Il saute de la couchette avec ses bottes lourdes et il commence à me donner des coups de pied, méticuleusement. D'abord sur les chevilles, ensuite les cuisses, puis sur les genoux. Les bottes montent toujours, à mesure que mon corps se plie, se courbe, s'enroule. La fièvre monte aussi, comme si des méduses acides ouvraient ma chair et s'installaient en étendant un réseau de blessures qui se répandent comme des tentacules. Et du centre de cette blessure, dans la chair, un fin rayon monte et vient percer ma tête, ma nuque, l'intérieur de mes yeux, mon corps entier, fait d'une masse molle, méconnaissable, conscient seulement de la douleur. Et les coups de pied atteignent toujours mon ventre, ma poitrine, mon dos, ma tête. Quand je tombe par terre, à la limite de mes forces, avec l'impression que je vais me décomposer à l'intérieur, et tout recommence brutalement, dans un nouveau choc. L'écrasement de mes entrailles, les coups de pied sur ma bouche, sur mon nez, jusqu'à ce que je cesse de voir. Je reste sur le plancher, enflant et saignant. Il a eu honte et il s'est tiré. Je suis restée comme ça, sans connaissance, seule avec l'enfant.
Il est revenu 1 mois après pour me faire des excuses. Avec de si bonnes manières que je lui ai pardonné. Ce sont des faiblesses qu'on a. Au début, tout était comme avant. Mais après, il a recommencé. Quand je reperds connaissance, je crois l'entendre répéter. C'est ça que tu penses ? Ce que tu osais me dire, tu le penses ? Je bouge la bouche lentement, tout près du plancher, et au sifflement, je sais que j'ai 2 dents cassées. Et je me rappelle tout, oui. Pourquoi j'ai dit ça ? Je me rappelle quand José a été arrêté et frappé dans la prison. Et comment ils ont tous protesté bruyamment, manifestant leur haine pour les policiers, et comment un monsieur est même venu avec une pétition à signer pour protester, et José a encore fait quelque chose, rixe ou propagande contre la police. Mais pour moi, messieurs, personne ne proteste. Et il n'y a pas de pétition. Et pourquoi il me traite ainsi, moi qui ai accouché des 6 enfants qu'il m'a faits ? Maria tient le revolver, sûr, dans sa main, ferme. Inexorable, devant sa douce cible, tendre, vulnérable. Elle est la seule à voir le trou ouvert d'où part la douleur, le sang, tout un monde s'échappant, adouci. La balle qui traverse la chair dans une trajectoire tiède et aveuglante se perd quelque part dans le corps où elle se niche, s'enracine. Lentement, il tombe, se replie, les cheveux sur le visage, sur les épaules, sur le visage encore, sur le sol à présent. Cependant, l'arme est encore dans la main de Maria, là où le pouvoir se forme. Que c'est facile, Pense Maria quand elle tire. Qu'as-tu fait de mes pleurs ? je les ai bus à petites gorgées. Qu'as-tu fait de mes colères ? Je t'ai expliqué que seule la colère du peuple a du sens. Le reste est pur enfantillage. Qu'as-tu fait de mon espoir ? L'espoir est un luxe, nous n'en avons pas. Nous retrouver, nous regarder le soir et le lendemain, recommencer. Qu'as-tu fait de ma peau ? Je l'ai caressée, mais tu sembles l'avoir oubliée. Qu'as-tu fait de mon amour ? Je l'ai pris. Et moi qui pensais écrire une lettre d'amour à l'homme du futur. Mesdames, Oui, tu. une lettre d'amour donc. Mais il faut soigner l'homme. Il faut lui dire que son corps n'est pas stérile et que le phallus n'est pas seul à être créateur. Il faut lui dire qu'il n'est pas toujours nécessaire d'ériger pour créer. Et que le fait de créer pour ériger ensuite peut cesser d'être un privilège féminin. Il faut lui dire beaucoup de choses, mais nous ne savons pas encore comment les dire. Monsieur, de vous, je ne me souviens ni pour la fin, ni pour le commencement. Oui, et l'érotisme. Hein ? Ah. Oui. Dans presque tous les livres érotiques qui abondent aujourd'hui, il n'y a pas de femmes libres. Il y a des femmes livrées aux hommes. C'est cette libération qu'on nous offre. De repos du guerrier, nous passons à dépouille de guerre. Dépouille de guerre. Elle est morte. Qui ?
Elle est morte pour avoir avorté avec une queue de persil. Mais qui? Morte de septicémie, la femme de ménage qui nettoie le bureau où je travaille. Et depuis, j'ai su par sa collègue que c'était son 23e avortement. Et une amie médecin m'a dit qu'il y a encore quelques années, à l'hôpital, aux urgences, ils accueillaient avec mépris les femmes qui arrivaient après des tentatives d'avortement à la maison, qui arrivaient avec leurs utérus perforés, abîmés, déchirés par des aiguilles à tricoter, des bâtons, des trognons de choux, tout ce qui était à portée de leurs mains, contondant, pénétrant. Et elle m'a dit qu'à l'hôpital, on leur faisait un curetage à vif, sans anesthésie, et avec un plaisir sadique, pour qu'elles apprennent. Et apprendre quoi? Comment se fait-il que l'amour soit possible? Comment se fait-il que l'amour ne soit pas possible? Mais on ne répondra pas à cette question. Nous passerons du possible à l'impossible, comme Mariana en son temps, comme les 3 Marias, comme toutes celles à venir. Il n'y a rien d'autre à faire, traverser, passer sans y rester, en étant toujours libres de nos corps, sans les soumettre, sans nous soumettre à aucune obligation. Et ne venez pas me dire que qui ne dit mot consent, car qui ne dit mot se défend. Qui ne dit mot se défend. Et dans le procès des 3 Marias, dans ce livre que nous avons entendu, de leurs paroles, leurs mots, leurs échanges, leurs questions, de la fureur avec laquelle elles se répondent, a surgi un espace qu'elles ont su créer ensemble, un espace sûr. Pour elles 3, l'écriture est le lieu sûr qui rend possible tous les questionnements et les risques, toutes les audaces aussi. Et nous, avec elles, aujourd'hui, alliant notre fureur à la leur, y ajoutant nos amours, nos pensées en mouvement, vivantes, avec ce qu'elles transportent d'abandon intime, nous devenons, greffant nos corps aux leurs, nous devenons un seul corps, un corps politique et poétique. Nos corps de femmes faisant corps contre la violence, celle d'hier, d'aujourd'hui, subie le plus souvent dans l'intimité des foyers. Les Marias, et nous avec elles, debout devant vous, nous crions le désir d'un amour possible, d'un abandon sans blessure, d'une maternité sans enchaînement. Le corps des femmes faisant corps libre. Nous sommes à l'unisson lorsque les 3 Marias sont acquittées le 7 mai 1974. Notre joie est explosive comme la révolution des œillets, elle libère par sa force nos pensées. Elle révolutionne nos mouvements, les déliant des obligations, des soumissions, des interdits et des peurs surtout. En démantelant, en déconstruisant et en reconstruisant, elles ont su, avec l'aide des féministes du monde entier, créer ce « nous les femmes » dont nous nous réclamons ce soir devant vous. Grâce à elles, nous avons moins peur. Et debout, nous nous adressons à vous. Mariana, nous sommes finalement son annexe, nous sommes ramenés à sa mesure, à nos consentements. La différence des sexes ou autres, les différences dans la condition humaine produisent des lieux de vide où rien ne se passe. Et pourtant, les mots sont toujours pleins. Ils sont pleins d'espoir, de tragédie, de tout ce qu'ils véhiculent, transportent, exportent, déplacent. L'amour nous transporte, nous exporte, nous déplace aussi, comme elles avant nous, avec et sans les hommes, entre femmes, entre hommes, ensemble ou pas, sans jamais renoncer à soi, parce qu'aimer, c'est se désarmer sans se déplumer.
C'est avoir accès à la racine et à l'os de nos jours, c'est donner chair à nos mots et à nos idées. Et je liquéfie le temps. Et nous liquéfions le temps.